Alors, bonsoir à tous et bienvenue au Presse Club pour ce débat sur le livre intitulé Carlton, le dossier de DSK. Alors, je tiens d'abord à remercier notre directrice du Presse Club, Isabelle Bourdet, de nous recevoir et de permettre cette conférence ce soir. Maître Delarue, qui est l'avocat de René Cochefer, sera présent tout à l'heure. Et avant de commencer, je rappelle, parce que c'est important, que tous les protagonistes du livre ont la présomption d'innocence. Un procès aura lieu en 2014. Et nous, en tant que journalistes, nous sommes là pour poser des faits, étudier un petit peu ce qui s'est passé et puis poser les bonnes questions en journalistes que nous sommes. Alors, nous recevons donc Martin Le Prince, qui est donc journaliste d'investigation. Vous avez commis 2 livres. Le premier, un petit peu plus, enfin bon, ceux qui sont déjà peut-être les plus récents. Le premier qui s'appelle Rose Mafia 2, l'enquête. Et le deuxième, le roman de la promotion Voltaire, aux éditions Jacob Duvernay, et qui est donc sorti en février 2013. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est entendu. Alors vous avez travaillé aux Nouvelles de Versailles en tant que journaliste pour les rubriques Justice et Faits de société. Donc c'est pas très étonnant qu'on vous retrouve comme journaliste pour ce livre. Vous avez été correspondant pour Nord-Éclair et depuis, je crois, janvier 2013, vous vous consacrez à l'écriture de livres. Donc on vous reverra certainement à l'écriture, dont celui qui nous occupe ce soir, Carlton, le dossier de DSK. Et vous avez commis donc ce livre qui vient de sortir en octobre 2013 avec, et je me tourne vers vous, monsieur René Cochefer. Vous êtes donc l'ancien chargé de relations publiques de l'hôtel Carlton de Lille. Et vous êtes donc partie prenante de ce que l'on a appelé l'affaire du Carlton. Donc vous allez beaucoup nous en parler. Alors, les faits sont très, très simples et très brefs pour ce soir. L'affaire Carlton éclate à l'automne 2011. Écoute téléphonique, proxénétisme, implication même de personnalités en vue, c'est ce qui avait été dit. Et en fait, peut-être une affaire de mœurs. Somme toute assez simple pour des services de police normaux. Sauf qu'un basculement s'opère très vite. Et avec une deuxième affaire, celle du Sofitel de New York, qui éclate avec un autre personnage, DSK, c'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn, le 14 mai 2011. Le monde médiatique s'emballe. N'oublions pas que nous avons cette affaire, quand elle éclate, DSK est un patron très influent du FMI et candidat potentiel très sérieux aux élections présidentielles françaises. Alors, qu'en est-il exactement? Je vais donc commencer par vous, monsieur Cochefer, pour avoir un petit peu votre sentiment sur ce dossier, sachant évidemment que ce sont que les faits que vous nous livrez actuellement. Tout à fait. Moi, personnellement, DSK, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je ne sais pas pourquoi on a appelé cette affaire l'affaire du Carlton, encore aujourd'hui. J'attends une réponse. Dans ce dossier, il y a 3 tiroirs. Il y a un tiroir de la personne de Dominique Anderveren, dit de la Saumure, qui n'a rien à voir avec moi. Il y a un deuxième tiroir qui est le Carlton, le directeur et le PDG du Carlton et moi. Et il y a un autre tiroir qui est le tiroir de Monsieur Lagarde, qui est commissaire de police, Monsieur Roquet, qui fait partie du groupe Eiffage, et Monsieur Patowski, qui s'occupe d'une affaire médicale, tout simplement. Alors, pourquoi René Cochefer? Pourquoi Monsieur Franchois, qui est le patron du Carlton? Pourquoi Francis Henrion, qui est directeur du Carlton? Aujourd'hui encore, on se pose la question, tout simplement.
D'accord. Donc, vous, Martin Leprince, comment vous êtes-vous positionné sur cette enquête? Donc, vous avez réalisé l'enquête, les faits vous sont parus clairs. Quelle a été un petit peu votre position sur ce livre? Ben, en fait, le départ de l'enquête était de partir donc, de René Cochefer, qui était au départ de l'instruction sur l'affaire dite du Carlton, qui a été présenté et qui a été considéré comme un élément central. Il faut un petit retour en arrière au moment où l'affaire éclate. Dans les médias, on présentait donc cette affaire dite du Carlton. Je dis toujours dite du Carlton parce que finalement, le cœur de l'affaire qui a intéressé la sphère médiatique, c'est-à-dire le volet DSK, est très éloigné du Carlton, parce que DSK lui-même n'a jamais mis les pieds au Carlton et n'est jamais pas considéré... Enfin, il n'y a rien à voir directement avec le Carlton. Donc, on a présenté ça comme une affaire de réseau, de prostitution, fait en gros pour amener des prostituées à DSK dans le cadre d'un réseau avec un proxénète sorti d'un film de Michel Audiard, qui était Dodo la Saumure. René Cochefer, qui était censé faire le lien entre Dodo la Saumure et le proxénétisme en Belgique et l'hôtel du Carlton, donc en fournissant des filles pour les clients des clients de l'hôtel du Carlton et d'un autre hôtel, ainsi que pour l'entourage de DSK. Ça a été la thèse globalement véhiculée de façon schématique dans les médias. Au fur et à mesure, l'affaire est devenue un petit peu plus complexe, donc il y a eu une instruction ouverte pour proxénétisme en bande organisée, mais au niveau des faits, ils n'étaient pas très clairs. On avait tout un folklore avec des prostituées, avec le nom d'un ancien favori pour la présidentielle, etc. Mais on avait du mal à voir quels étaient les faits. Donc l'idée, c'était, en partant du témoignage de René Cochefer et ensuite en ayant différents éléments de ce qu'il y avait réellement dans le dossier d'instruction, savoir sur quoi on s'appuyait, sur quel élément de fait on s'appuyait pour que cette instruction tienne la route. On peut s'apercevoir que finalement, au niveau des faits avérés, il n'y a quand même pas énormément de choses. Ensuite, que les liens qui étaient censés être évidents entre le proxénétisme en Belgique, le Carlton, avec entre guillemets un système de proxénétisme du Carlton et l'entourage du DSK, étaient plus qu'artificiels. Donc voilà, en tout cas, c'était ça l'idée de départ pour le travail de vérification. Après, on peut se poser des questions sur finalement pourquoi est-ce que si ces liens sont aussi artificiels, pourquoi est-ce que cette enquête a pris une ampleur de la dimension qu'on a connue. Alors la question, si le Carlton avait été à Paris, est-ce que l'ampleur aurait été la même, à l'identique? Petite question toute simple. Ça dépend. Parce que le lien, enfin, je sais pas, peut-être avant de partir, est-ce qu'il y a des questions peut-être sur... Non, vous pouvez peut-être répondre déjà. Alors, pourquoi est-ce que ça aurait pas été pareil à Paris? Parce qu'en fait, il y a effectivement un entourage de DSK, en l'occurrence 3 personnes qui ont été citées, qui s'appelaient donc David Roquet, Fabrice Paslowski et le commissaire Lagarde, qui étaient des proches de Dominique Strauss-Kahn, qui donc ont participé, ça c'est des faits avérés, avec des parties fines avec lui. Et parmi ces 3 personnes, il y en avait 2 qui étaient que connaissait René Cochefer par des liens amicaux depuis un certain nombre d'années. C'est en fait le lien entre René Cochefer et l'affaire du Carlton pour qu'elle commence. C'est-à-dire, au départ, c'était une enquête sur un possible système de proxénétisme au sein du Carlton. Ce lien qui est fait avec Dominique Strauss-Kahn, il est là. C'est-à-dire, en gros, René Cochefer connaît des personnes de l'entourage de Strauss-Kahn. Donc, on part du postulat que peut-être il y a des liens directement de méthodes pour fournir, entre guillemets, des prostituées à cet entourage. Après, je laisse peut-être la parole à René pour expliquer ce qu'il en est exactement de ces liens et de ces possibles, enfin, ce qu'il en était réellement de cette affaire de proxénétisme au sein du Carlton. Oui, en effet,
que ce soit dans le 3e boulet, Lagarde, Patowski et Roquet, ils connaissaient des escortes. Moi, j'en connaissais aussi, peut-être 2 ou 3. Tout simplement, ce qui a été important, c'est que on ne devait pas donner, la loi dit qu'on ne doit pas donner un numéro de téléphone à une tierce personne. C'est l'article 225.5 du Code pénal. Interdiction, c'est proxénétisme aggravé en bande organisée, tout simplement. Voilà. Oui. Et vous comment avez-vous ressenti les premières fois où en fait la police est venue vous voir? Est-ce que vous aviez l'impression qu'effectivement il y avait une affaire ou vous ne savez pas ce dont il s'agissait? Non, pas du tout. Quel était votre sentiment? Pas du tout. Je parle de ça, enfin, il y a exactement, c'était le 3 septembre 2011, le 3 ou le 4 septembre, octobre, pardon, 2011. Ils sont arrivés à l'hôtel des Tours à 8 h du matin, les menottes, 48 heures après, j'étais à Sequedin, tout simplement. J'ai fait 4 mois pour une affaire comme celle-là. J'ai trouvé que c'était un peu cher payé. Et est-ce que vous pensez que ça a pris un petit peu d'ampleur, par le fait qu'il y avait une autre personne avec un nom important sur la place? Je pense que s'il n'y avait pas DSK, il n'y aurait pas eu l'affaire du Carlton. C'est votre sentiment? C'est mon sentiment. Très bien. Et vous, Martin Le Prince, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez interviewé les autres protagonistes de cette affaire? Non. Comment avez-vous procédé? Par certaines sources, j'ai pu avoir accès à tous les éléments qu'il y avait dans le dossier d'instruction. D'accord. Parce que je rappelle que vous êtes vraiment journaliste d'investigation, donc vous... Pas spécialement d'investigation. Donc pour répondre à votre question précédente sur est-ce qu'il y aurait eu cette affaire du Carlton sans Strauss-Kahn, je reviens à l'origine de l'affaire. Donc il y a une enquête qui s'ouvre en février 2011, donc sur des soupçons de proxénétisme dans l'hôtel du Carlton et l'hôtel des Tours, qui sont donc deux hôtels lillois. Donc René Cochefer était salarié pour cette société qui gérait ces hôtels, où il était chargé des relations publiques. Donc, selon le dossier d'instruction, c'est d'après un témoignage secret, donc après un mystérieux informateur, on parle de soupçons qu'il y aurait donc des prostituées qui iraient dans l'hôtel du Carlton. Donc on ouvre une enquête préliminaire où René Cochefer est mis sur écoute. Donc encore une fois, l'enquête parle de lui. Les écoutes, a priori, donnent pas grand-chose, parce qu'il se trouverait qu'il serait en contact avec 3 prostituées, sans éléments aucun qui permettrait de dire que c'est un proxénète, mais l'enquête première permet d'ouvrir une enquête directement pour proxénétisme, je crois directement en bande organisée, à partir de René Cochefer encore. Il faut savoir que René Cochefer connaît à peu près tous les policiers de Lille depuis des années et des années. C'est un vieux Lillois, il a des amitiés par certains réseaux et il connaît énormément de policiers. Là, c'est compliqué à dire, mais ça a à faire avec l'enquête. Donc, René connaît également des prostituées, un certain nombre, et l'ensemble des policiers lillois de ses connaissances savent très bien qui il est et connaissent pertinemment sa fréquentation des prostituées. Jusque-là, voilà. Oui, d'accord. Donc, bon. Pourquoi tout d'un coup une enquête de proxénétisme s'ouvre sur le Carlton? Ça peut être étonnant, parce qu'après tout, c'est quelque chose qui aurait pu s'ouvrir depuis très longtemps, ces soupçons auraient pu naître avant. Là, elle s'ouvre en février 2009. On ne sait pas pourquoi. Peu de temps avant l'ouverture de cette instruction, se crée une brigade spécialisée dans le proxénétisme à Lille. C'est-à-dire avant, c'était le service des mœurs, la police judiciaire qui s'occupait de tout ce qui touchait au proxénétisme. Là, juste avant février 2009, donc, une brigade se crée. Il n'y en avait pas auparavant, ça se passait, c'était même un serpent de mer qu'une telle brigade devait se créer, mais là, elle se crée. Première enquête de cette brigade, c'est le proxénétisme du Carlton. Donc, avec des moyens assez importants. Hein. On parle dans le livre, disposition, gros service, grosse mise sur écoute, plusieurs personnes, enfin, quand même une enquête assez lourde, avec des moyens très importants.
encore une fois, hein, le départ, c'est juste une possibilité sans élément probant d'un système qui ferait que l'hôtel du Carlton ferait venir des prostituées pour les clients dans des chambres. Tout en sachant que les policiers savent, et pas mal de gens le savent dans tout ce qui est hôtellerie, que le fait que des prostituées aillent dans les grands hôtels est quelque chose de relativement courant. Mais bon, là, en tout cas, même si c'est relativement courant, il y a peu d'enquêtes sur ce type de sujet. Là, en tout cas, une brigade se crée et on se lance avec des moyens importants sur cette affaire. Pour l'instant, Dominique Strauss-Kahn, au moment où s'ouvre l'enquête, est encore directeur général du FMI, est encore favori pour la présidentielle et n'apparaît aucunement dans cette affaire. Il apparaîtra dans cette affaire parce que son nom sera cité dans des écoutes téléphoniques, notamment dans les Cochefer et d'autres. Quel est le lien entre... Donc on a vu en fait que René Cochefer connaissait des personnes de l'entourage de Strauss-Kahn et avait des liens avec eux, parlait notamment de prostituées. Comment Dominique Strauss-Kahn se retrouve impliqué indirectement dans l'affaire du Carlton? C'est parce qu'en fait, et ça c'est pas à travers des témoignages, c'est ce qu'il y a dans le dossier d'instruction et c'est ce qui a justifié sa mise en cause directe. C'est que 2 ans avant l'ouverture de l'enquête, en 2009, René Cochefer a eu un contact avec David Roquet et lui a donné le numéro de téléphone d'une prostituée. La dite prostituée a participé ensuite à une partie fine dans un restaurant avec Dominique Strauss-Kahn et les 3 personnes. C'est le seul lien qui existe. Alors, vous avez dit que c'était en février 2009 qu'avait commencé... Février 2011, autant pour moi. Février 2011, et donc je reviens sur 2009. Donc en 2009, il y a eu un contact entre David Roquet, donc une personne de l'entourage de Dominique Strauss-Kahn, et René Cochefer, qui lui donne les coordonnées d'une prostituée. C'est le seul et unique lien qui existe entre l'affaire du Carlton et le volet Dominique Strauss-Kahn. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si Dominique Strauss-Kahn est devenu le cœur de cible d'une instruction, c'est juste parce qu'il y a eu un échange de téléphone, donner un contact d'une prostituée, ça part de là. Bizarrement, au moment où René Cochefer et d'autres personnes sont interpellées, donc là je fais attention aux dates, donc c'est octobre 2011, donc il y a déjà eu l'affaire du Sofitel entre-temps. Ils sont interrogés effectivement sur ce qui se passe au Carlton et sur des possibilités que des prostituées aillent au Carlton, mais ils sont, pour beaucoup, interrogés sur Dominique Strauss-Kahn, qui n'est pas censé faire partie intégrante de l'enquête, puisque pour l'instant son nom a juste été cité. Au fur et à mesure, l'affaire qui partait du Carlton, et qui s'appelle d'ailleurs, je crois, affaire René Cochefer & Co. Sur son titre officiel, devient l'affaire Strauss-Kahn. C'est-à-dire que les moyens sont progressivement mis sur ce volet, c'est-à-dire que les personnes sont interrogées, son entourage est convoqué, on enquête aussi sur un appartement dont il avait de la disposition, c'est-à-dire que ça devient centralisé réellement sur Dominique Strauss-Kahn. Et à partir de là, l'affaire du Carlton est plus ou moins délaissée pour devenir cette affaire-là. Or, très concrètement, si Dominique Strauss-Kahn et 3 personnes de son entourage sont mis en examen, c'est pour quelque chose qui peut être considéré d'un point de vue légal comme du proxénétisme, mais c'est pas du proxénétisme dans le sens où on l'entend traditionnellement. C'est-à-dire, en gros, ils ont payé des prostituées pour participer à des parties fines. Ils leur ont payé également des transports pour venir, notamment il y a eu 3 voyages à Washington, des déplacements à Paris, etc. Mais ils n'ont pas, enfin c'est pas une forme de proxénétisme comme on l'entend. Donc finalement on peut se poser légitimement la question de savoir aussi bien pour les liens artificiels qui amènent Dominique Strauss-Kahn au sein de cette instruction, et même finalement pour les raisons, parce que comme on voit les moyens très importants qui ont été mis sur cette affaire, on peut se demander déjà pourquoi est-ce que finalement Dominique Strauss-Kahn se retrouve impliqué dans l'affaire.
les raisons pour lesquelles ils sont impliqués dans l'affaire, et surtout, est-ce que finalement, même si les thèses du complot sont toujours un peu à prendre avec des pincettes et donnent plus envie de rigoler, parce qu'elles sont toujours avancées, mais il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Il y a un autre élément aussi qui pose question, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on part de l'affaire avec René Cochefer donc en février 2011, tout d'un coup, alors que, encore une fois, il connaissait tous les policiers de Lille, si soupçons il devait avoir, il aurait pu avoir des soupçons bien avant. Il y a un élément aussi qui peut interroger sur savoir pourquoi cette affaire commence là-dessus, c'est que dans le dossier d'instruction, il y a un policier qui avait été interrogé, parce que de nombreux policiers ont été interrogés par les enquêteurs, qui a dit, donc, dans le compte-rendu de son PV d'audience, que René Cochefer avait cité un autre policier qui lui avait appris que René Cochefer avait été mis sur écoute avant la date de l'ouverture de l'enquête, donc c'est-à-dire avant février 2011, qui a été sous écoute administrative. Alors, les écoutes administratives, c'est un terme technique, mais il faut savoir que le système d'écoute, c'est quelque chose de très encadré. C'est-à-dire, si vous êtes sur écoute judiciaire, c'est soit il y a une instruction qui est ouverte et un juge d'instruction décide qui doit être mis sur écoute et pour quelle période. Si c'est lors d'une enquête préliminaire, c'est un juge des libertés qui décide, mais c'est extrêmement encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les écoutes administratives, c'est un autre système qui sont faits en général par les services de contre-espionnage ou des services de police qui luttent contre le terrorisme. Mais pour ces écoutes, donc qui sont en dehors d'un cadre légal, il faut l'autorisation des services du Premier ministre. Donc pas le Premier ministre lui-même qui signe évidemment, mais ses services. Donc, en général, c'est quelque chose d'assez lourd. Alors si, encore une fois, là pour l'instant c'est un policier, c'est dans le dossier d'instruction qui dit que ces écoutes administratives existent, donc il n'y a pas de preuves, parce que d'ailleurs l'avocat de René Cochefer a fait une demande auprès des juges d'instruction pour que ce policier soit réentendu pour en savoir plus. Cette demande a été refusée. Mais si des écoutes administratives ont été mises sur un simple responsable des relations publiques du Carlton de Lille pour une affaire de proxénétisme qui est quand même pas d'une ampleur colossale, ça aurait été autorisé par les services du Premier ministre, c'est quand même très très étonnant. Et à ce moment-là, il faudrait savoir quelles étaient la base pour que ces écoutes soient autorisées. Très bien, je vous remercie pour toute cette procédure qui nous a parfois un petit peu échappé. C'est important de le dire. Monsieur Cochefer, quel est votre sentiment de ce que vient de dire Martin Leprince? Il dit la vérité, de toute façon, oui. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis une chose aussi, une affaire de prostitution, de proxénétisme. Alors là, c'est ce que je disais dans les médias, les vrais proxénètes doivent bien rigoler de nous. Voilà, donc en fait, pour vous, le mot prostitution est beaucoup trop fort. C'est juste une affaire d'échange de coordonnées, ou voilà. Une affaire de en copains. Gros, une affaire de copains. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être. Monsieur. Dodo la Saumure, il n'intervient pas du tout dans votre histoire? Si, alors Dodo la Saumure, c'est un ami de René Cochefer depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils sont connus dans leur jeunesse. Ils étaient en contact téléphonique régulièrement et René Cochefer allait prendre régulièrement des verres dans ses bars en Belgique. Le lien avec le lien très indirect avec Strauss-Kahn, entre Dodo la Saumure et Strauss-Kahn, c'est que la prostituée que j'ai évoquée tout à l'heure, dont René Cochefer a donné le nom à David Roquet, donc cette prostituée qui a participé à un seul, pas plusieurs, un seul rendez-vous partie fine avec l'entourage de M. Strauss-Kahn, était la compagne de Dodo la Saumure et était également et travaillait dans ces bars. Voilà, donc le lien indirect que les deux hommes, a priori, en tout cas dans l'instruction, c'est ce qui fait état, Dominique Strauss-Kahn et la Saumure ne sont jamais rencontrés non plus, et le seul lien qui existera entre eux, ce serait ce lien indirect. Et l'affaire du Sofitel, la date, c'est quand? C'est mars ou avril? C'est mai C'est 14 mai. 14 mai. D'accord, donc c'est 2-3 mois après le début de cette enquête-là. Bah, c'est de février, mais ouais. C'est au milieu entre l'ouverture de l'enquête et les arrestations. Donc en fait un timing assez proche. Oui, enfin, évidemment, si
interrogation il pourrait avoir sur les raisons d'être de l'enquête, l'enquête ouverte était antérieure à l'affaire du Sofitel, de toute façon. Madame, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, je vous prie. Est-ce que Martine Aubry, le maire de Lille, est intervenu? Personnellement, je n'ai pas vu d'intervention. Elle n'a jamais intervenu. Intervenu dans quel sens? Peut-être que monsieur Kochner, vous voulez prendre la parole? Martine Aubry n'a jamais intervenu. D'abord, on devait fermer le Carlton. Martine Aubry n'a jamais répondu à quoi que ce soit. C'est un autre élu qui s'est occupé. Pardon? Si vous l'avez contacté? Non, pas du tout. Elle connaissait très bien la direction du Carlton. D'ailleurs, petite parenthèse sur le Carlton, au moment où les arrestations sont faites donc de René Cochefer et de deux autres responsables des hôtels du Carlton et d'hôtels des Tours, il y a eu une demande de la part de la justice de fermer, comme l'enquête était censée être importante, que les enquêtes soient fermées pour des raisons judiciaires. Finalement, cette demande a été observée par la justice qui a estimé qu'il n'y avait aucune raison de le fermer, donc finalement les hôtels sont restés ouverts. Je crois que l'hôtel a été fermé 2 ou 3 jours, pas plus, me semble-t-il. Non? Non, il n'a jamais été fait. Ah bon, très bien. Juste une demande. Une demande uniquement, oui. Très bien. Bon, avec cette affaire, on va vers l'enjeu de Dominique Strauss-Kahn. En fait. Ouais. Vous avez expliqué clairement en disant que superficiellement, il est en fait impliqué par rapport à cette affaire. Ben, on regarde ce dossier, quand vous regardez bien ce dossier, les invitations, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information claire judiciairement, totalement froid par rapport à cela? Est-ce que vous développez quelque chose ou bien il y a une cabale derrière, en fait? Il faut dire des choses comme Enfin, ça, le procès n'a pas eu lieu, hein, donc on verra s'il y a un non-lieu ou pas. Reste qu'en fait, le procureur avait fait une demande de non-lieu pour Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire que lui, en gros, ne soit pas mis en examen et ne soit pas jugé. Les juges d'instruction, eux, dans leur réquisitoire, ont demandé que si soit jugé, donc il sera jugé parmi je crois que c'est 14. Le 14 décembre. Hôtel, donc il sera parmi ceux-là. Après, est-ce qu'il sera condamné ou pas? Encore une fois, très clairement, la question qui se posait, c'était est-ce qu'il savait que les personnes qui... parce que très concrètement, ce qu'il a reproché, c'est est-ce qu'il savait que parmi les femmes qui participaient à des parties fines organisées selon la justice pour lui par son entourage, est-ce qu'il savait qu'elles étaient des prostituées ou pas? Si elle savait, ça ferait de lui, avec l'interprétation judiciaire du terme de proxénète, ça ferait de lui un proxénète. Après, c'est des notions de droit, Voilà, en fait, tout simplement. Des notions juridiques qui permettent d'aller d'un côté ou de l'autre de la barrière juridique. Mais s'il est condamné en justice pour cette affaire, il aura été condamné parce que des parties fines avec des prostituées ont été organisées pour lui. Mais ce sera pour ça, en fait. Et parce qu'il a mis à disposition son appartement pour ses parties fines. C'est très concrètement ce qui lui est reproché, d'un point de vue judiciaire. Alors, est-ce qu'il a été facile pour écrire ce livre tous les deux, a-t-il été simple d'avoir accès aux documents juridiques? Non, mais non. Très bien, on va pas aller plus loin. D'accord. Salut Bochner. Il y en a une qui m'avait frappé où on raconte qu'un soir, je sais pas, Strauss-Kahn est conduit, je crois, dans un des bars de la Saumure, qu'il est accompagné d'une escorte d'ailleurs, on nous souligne même sa couleur, et qu'elle d'ailleurs, elle l'attend au bar, pendant que lui se livrerait à des parties fines, mais pas si fines que ça, puisqu'il y en a qui parlaient d'abattage. ça, c'est un témoignage d'une escort girl qui a... Oui. Alors, c'est un peu impressionnant.
Oui, après ça, on peut juger d'un point de vue moral sur les pratiques sexuelles de M. Strauss-Kahn, mais c'est impressionnant. d'un Comme Guernica. ouais, mais d'un point de vue judiciaire, c'est pas, enfin, oui, il y a effectivement des Oui, parce qu'il y a deux thèses. Il y a deux thèses. Le procureur estime que, et d'ailleurs il y a la thèse de la défense, lui il vient dire, ce que dit son avocat, le clerc, il dit, écoutez, c'est quand une femme est nue, c'est pas marqué sur son front si c'est une fille légère ou si c'est une femme du monde. Ouais. Bon. Ça c'est important, Dominique Strauss-Kahn, il faut le répéter, alors, dit qu'il ne savait pas qu'il y avait des prostituées, que c'était des enfin, libertines. quand il y a ces scènes d'abattage, c'est le mot qui est repris. Qui est utilisé par une prostituée. Bon. Que ses copains, etc., on entend aussi qu'il organise, est-ce que tu viens avec des copines, je vais lui faire visiter une nouvelle boîte échangiste à Madrid ou je ne sais quoi. Tout ça on l'entend, ça a servi d'ailleurs, c'est des écoutes. C'est sur écoute. Ils en ont entendu des choses. Des échanges de SMS. Bon. Alors la thèse du procureur aussi, c'est de dire, bon, il n'en a pas été bénéficiaire, dire qu'il n'en a pas tiré profit, alors que les juges d'instruction estiment qu'au contraire, tout ça a été organisé par ses copains pour son profit à lui. Donc c'est vrai que le débat va être intéressant sur la loi proxénétisme, surtout avec l'actualité où on parle de ce sujet. Ça sera très intéressant comme débat. C'est-à-dire comme débat. C'est vrai que finalement ce sera une question technique, savoir est-ce que, même si le droit reconnaît, estime que le proxénétisme va plus loin que le simple fait d'être rétribué par une prostituée, est-ce que quelqu'un peut être condamné pour avoir été bénéficiaire de soirées organisées avec des prostituées? Finalement, le procès va porter essentiellement là-dessus. Mais justement, Zdeněk Pochner le soulignait en filigrane, il y a la possibilité d'avoir une loi bientôt qui taxe le client de prostituées. Donc là, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il va y avoir une notion différente qui peut être mise en place, Monsieur Kochler? Ben oui, d'abord. Pour ça, je suis pour les ouvertures des maisons closes. Alors, comment votre livre a-t-il été accueilli? Vous citez quand même beaucoup de noms. Avez-vous eu des petits coups de fil, Enfin, les noms qui sont cités sont uniquement les noms qui ont déjà été rendus publics par les médias. C'est-à-dire il y a d'autres personnes impliquées dans. Donc là, vous n'avez pas cité dossier, les noms. Quand vous dites 14 personnes à peu près impliquées, vous ne citez pas les noms pour. Oui, tout à fait, juridiquement. Et comment a-t-il été perçu ce livre? Vous avez déjà eu des retombées? On a eu des retombées, oui, mais pas de. Enfin, si votre question, c'est est-ce qu'on a eu des menaces? Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas. Non, pas du tout. Non. Il était à l'hôtel Murano, il n'y a pas eu de problème à l'hôtel Murano à Paris. Tout le monde le savait. D'accord, ouais. Oui. Bon, il y a beaucoup de Lille ou d'ailleurs, dont l'a mis à dos de la Saumure était au Murano. Pas pour cela, on a fermé l'hôtel Murano. Pourquoi le Carlton et pourquoi pas le Murano? Voilà. Ça revient un petit peu à ma question de tout à l'heure. Est-ce que, parce que Lille est une petite ville, les choses ont pris une importance plus grande un peu plus petite que Paris? Il fallait la faire comme ça dans le Nord, quoi, je pense. Hein. C'est cyclique. Enfin, déjà, plus petite. La question globale de fond, c'est Dominique Strauss-Kahn, les rumeurs sur sa vie privée couraient quand même depuis un certain nombre d'années. Tout le monde était au courant, notamment les policiers. Il y fait part notamment d'une note qui avait fait les RG, qui circulait, etc. Donc tout le monde le savait. Il n'y avait jamais eu de grosses sorties médiatiques ou d'affaires judiciaires jusque-là. Les deux affaires qu'il y a eu, donc l'affaire du Sofitel et l'affaire du Carlton, aussi différentes soient-elles, sont quand même deux affaires qui sont sorties à proximité d'une élection présidentielle dont il était donné largement gagnant. Alors encore une fois, les thèses du complot sont toujours à manier avec des pincettes parce que finalement elles sont toujours sorties à chaque fois qu'il y a n'importe quelle affaire politique. Mais on note quand même qu'il n'y a jamais eu aucune affaire judiciaire et aucune gros environnement médiatique dessus sur Dominique Strauss-Kahn, alors que ces rumeurs-là couraient depuis des années et que, a priori, beaucoup de gens étaient au courant et qui étaient facilement
logeable, entre guillemets, vu les endroits qu'il fréquentait, mais qu'il y a 2 affaires qui sont sorties juste avant une élection présidentielle dont c'était favori. Alors, le hasard peut expliquer une fois, hein, Sofitel, pour l'instant, même si on a parlé de certaines choses, là, pour l'instant, on n'a qu'une idée, c'est passé. Le hasard 2 fois, ça fait quand même peut-être un peu beaucoup. C'est la question qu'on peut se poser. En fait, si j'ai bien saisi toutes vos pensées, ce livre n'est pas un livre sur l'affaire DSK. C'est un livre sur l'affaire du Carlton de Lille, mais dans la mesure où il y a eu des ramifications, il y a eu des choses qui se sont... Est devenue voilà, DSK de exactement. Donc après, effectivement, on a un petit peu basculé sur un autre secteur. Dans la mesure où vous n'avez pas accès au dossier, M. Martin, dans la mesure où vous n'avez pas accès au dossier pénal, il y a des questions difficiles à soupçonner, à savoir, y a-t-il une ordonnance de renvoi, oui ou non? Deuxième, qui sont les témoins? Troisième, qui est mis en examen et qui est témoin assisté? Quatrième, l'affaire va au correctionnel et non pas à la cour d'assises puisqu'il n'y a pas de crime. Oui. Cinquième, ce qu'il disait madame tout à l'heure, et l'a dit Samy avant, quels sont les éléments probants pour que le parquet ou le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire et quels sont, la dernière élément, quelles sont les nullités dans la procédure pénale. Alors on va Vous voyez tout ce que, on va tous ces reprendre questionnements-là. une question par question peut-être. Oui, et Quelle je est la pense qu'il première est... Ça, c'est des questions techniques. Oui, parce Ouais, qu'il mais- n'est pas avocat, hein, Quel c'est est- voilà, journaliste. L'avocat, elle est là parce que Voilà, vous- non, l'avocat n'est pas là pour l'instant. C'est ça qui est important. Voilà, S'il n'y et a pas puis... d'avocat, c'est pas la peine. Peut-être que l'affaire va tomber cheat sans être jugée. Ah mais l'affaire va quand même jusqu'au tribunal correctionnel. Donc la Non, mais justice est-ce a qu'il y a un estimé renvoi? qu'elle Est-ce qu'il y a une ordonnance de renvoi? Oui, bien sûr, Et l'ordonnance de 172 renvoi a c'est été ça, faite. bah, Et 172 pages. voilà. L'ordonnance de renvoi a été Bon, faite. voilà, on a le renseignement. Qui est mis en examen? Bah, vous avez 14 millions 14 seulement personnes. Non, vous avez 14 personnes. Enfin, 14 je vais vous dire exactement le Allez-y, allez-y. chiffre. 14 Ouais. personnes. Et Desca et ses témoins assistés. Fait partie des 14 Non, non, ils fait sont- personnes. partie des quatre. Fait partie des personnes. Des 14 personnes. D'accord, mais sur quelle base on dit proxénétisme aggravé? C'est proxénétisme tout simple, c'est pas aggravé. Alors, je crois que là, ce Elle sont... est aggravée Voilà. pour Non, non, le c'est moment. proxénétisme aggravé. Aggravé, un bande organisée, si j'ai bien compris Tout à fait, le oui. terme pénal. Alors Sur quelle base? l'enquête, l'instruction a été menée sous le bande organisée, Oui. mais si je dis pas de bêtises, au moment de l'ordonnance de renvoi, le thème de bande organisée est tombé, et le fait que l'instruction a été passée en fait sur une juridiction criminelle, donc c'est un peu technique, ça Oui. permettait en fait des facilités dans l'enquête pour mettre en garde à vue des personnes, etc. C'est une méthode qui est faite. À l'arrivée, ça devient plus une enquête criminelle, donc un crime, mais une enquête correctionnelle, donc un délit. Alors, le procès va avoir lieu en 2014. Vous avez déjà une date? On parle du 14 mai. Voilà, au printemps, en fait. Là, c'était le 14 mai, Troscan. Voilà. Donc c'est Au symbolique. au printemps, à peu Au près. printemps, oui. Alors, vous ferez un deuxième... Oui, je parle de la correction. Mais ça risque d'être en correctionnel, a priori. Oui. Vous avez l'intention de faire un deuxième tome? Non. Non, vous ne voulez pas? Maître Hubert Delarue, Oui, donc madame. vous êtes l'avocat de René Koffner. Quel va être alors le déroulé de toute cette procédure pour 2014? Eh bien, écoutez, en l'état, on attend une décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai. On attend une décision qui doit intervenir à la mi-décembre pour savoir si ce procès, s'agissant de M. Kochfer et de M. Dominique Alder-Vérel, appelé autrement dit Dodo la Saumure, doit se dérouler devant le tribunal correctionnel de Lille ou devant la cour d'assises spéciale de Douai. Donc on aura une décision à la mi-décembre. Il est vraisemblable aujourd'hui, enfin on peut penser que la Chambre de l'instruction va décider de renvoyer toutes ces personnes devant le tribunal correctionnel. Dans cette optique, si c'est la décision de cette juridiction, l'affaire sera sans doute évoquée dans le courant de l'année 2014. Vraisemblablement, on a évoqué voir le mois de mai-juin 2014 à Lille, devant le tribunal correctionnel, où comparaîtront l'ensemble des personnes qui ont été renvoyées dans cette juridiction.
Est-ce que vous pouvez me parler de ces dossiers? Est-ce qu'il est vide ou bien c'est un dossier politique qui est en train de se dégonfler petit à petit? Si vous voulez, moi je ne peux parler que de M. Cochefer. Je ne suis pas habilité à parler pour mes confrères ni pour leurs clients respectifs. Ce que j'ai eu l'occasion d'indiquer à plusieurs reprises, c'est que deux choses. D'abord, on a donné de ce dossier initialement, qu'on a appelé l'affaire du Carlton d'ailleurs, on a donné à ce dossier, à mon avis, une importance médiatique et juridique qu'il ne mérite pas. On a manifestement, pour des raisons qui sont pas forcément simples à comprendre, on a manifestement grossi le trait. On a présenté un certain nombre de protagonistes, et notamment M. Cochefer, comme étant très impliqués, ainsi qu'un hôtel du nom du Carlton situé à Lille, pour des faits en rapport avec la prostitution. Or, force est de constater qu'à cet égard, selon l'expression consacrée, la montagne a accouché d'une souris. Et quand j'ai découvert ce dossier après tout le tapage médiatique qui avait été fait autour, je me suis rendu compte qu'il y avait au final peu de choses. Et ce sont ces peu de choses, s'agissant de M. Cochefer, qu'on devra évoquer devant le tribunal. Deuxième remarque, je pense qu'il faut tenir compte de l'état des mœurs dans la société dans laquelle nous vivons. Voilà. Et aujourd'hui, le vocable de la prostitution, voyez-vous, ça couvre énormément de choses. Ça peut à la fois couvrir des réseaux mafieux venus des pays de l'Est et qui se manifestent par une particulière brutalité et des atteintes caractérisées aux droits des personnes et aux droits de l'homme. Mais ça peut aussi se caractériser de manière différente parce que l'un des protagonistes a appelé le libertinage et qui est parfois, à tort de mon point de vue, assimilé à la prostitution. Ce qui fait que sous le même vocable d'activité en rapport avec la prostitution et le proxénétisme, on voit différents cas de figure et qui sont à mon avis pas tous à mettre dans le même sac. Et ça sera également, je pense, la discussion qu'on aura le moment venu devant le tribunal correctionnel de Lille. Troisième remarque que je veux faire, et la dernière des remarques, c'est qu'on peut se poser un certain nombre de questions quant au fait de savoir si ce dossier n'a pas été sous-tendu par des arrière-pensées politiques. Et la question peut se résumer ainsi. Est-ce que le dossier va de M. Cochefer à M. Strauss-Kahn ou de M. Strauss-Kahn à M. Cochefer? Parce que nous sommes dans une période, si vous vous en souvenez bien, qui est voisine d'une élection qui s'appelle l'élection présidentielle. À cette élection, d'aucuns s'accordent à penser, qu'il soit de droite ou de gauche, que M. Strauss-Kahn a des chances très importantes à la fois d'être désigné par le Parti socialiste, mais également d'être élu à l'élection présidentielle. Cela peut gêner un certain nombre de candidats potentiels, que ce soit des candidats de droite ou des candidats de gauche. Alors, quand on décrypte bien ce dossier, on se pose la question de savoir si, en réalité, les personnes visées sont notamment René Cochefer et puis d'autres protagonistes, j'ai envie de dire, de second plan, qui sont notamment les protagonistes, les propriétaires et la direction de l'hôtel du Carlton, ou si tout ça n'est pas un prétexte, en fait, pour une autre cible. Et le sentiment que j'en ai à la fin de cette instruction, je ne suis pas le seul à le partager, c'est qu'il y a, et là il faudrait rentrer dans le détail des choses, mais il y a pas mal d'éléments qui laissent à penser que, en réalité, la véritable cible de ce dossier, ce n'est pas mon aimable client, mais quelqu'un différemment placé, j'ai envie de dire plus haut placé que lui, et qui avait des ambitions tout à fait différentes de celles de M. Cochefer. Donc on arrive d'abord, parce que René Cochefer a donné son nom au dossier du Carlton, le dossier s'appelle Cochefer contre ministère public et autres. Bien. Mais quand on déroule le fil et quand on déroule la toile, on se pose la question de savoir est-ce que ça commence par lui et ça finit par M. Strauss-Kahn, ou en réalité est-ce que tout ça n'est pas qu'un habillage politico-judiciaire qui fait que c'était un petit peu facile, un peu gros de
de tomber tout de suite sur le gros poisson et qu'il fallait préalablement appâter, en réalité, remonter la chaîne pour arriver, comme par hasard évidemment, à celui vers lequel on avait envie d'arriver. C'est la thèse qui a été, et je pense qu'elle est passée peut-être un peu inaperçue de cet ouvrage, qui certes raconte les frasques de M. Strauss-Kahn, mais je pense que ça, beaucoup de gens sont au courant, et puis que maintenant, ça n'intéresse peut-être plus grand monde, parce que la presse en a beaucoup parlé. Mais par contre, il y a une thèse dans ce livre qui me paraît fort intéressante, et qui est dans le droit fil de ce que je viens de vous expliquer, à savoir que cette affaire n'a peut-être été montée, en réalité, de toutes pièces, que pour viser et mettre en difficulté celui qui voulait être candidat à la présidentielle. Alors, il faut savoir qu'avant cette affaire du Carlton, ce candidat a rencontré des difficultés outre-Atlantique. Et la question qui se pose en second plan, je dirais en arrière-plan, c'est de savoir si on n'a pas monté toute cette affaire-là, en réalité, pour le mettre hors course, mais qu'en réalité, quand ce dossier a été monté, il était déjà hors course parce que 6-8 mois auparavant, dans cette affaire que vous savez, qui a été longuement relatée, M. Strauss-Kahn avait déjà rencontré des difficultés liées, là encore, à ses activités, à sa vie sexuelle, si j'en crois ce qui s'est dit dans la presse, parce que je n'en sais pas beaucoup plus que vous à cet égard. Donc il y a peut-être un complot. On a évoqué sur le dossier des États-Unis qu'il y avait un complot. Pour en savoir en fait un peu quand même sur cette affaire, je suis assez prudent. Par contre, sur ce dossier-là, je pense qu'il deviendra fort intéressant le jour où il va arriver devant le tribunal correctionnel. Et je suis convaincu que ceux qui ont la charge de défendre M. Dominique Strauss-Kahn ne seront pas insensibles à l'argumentaire qui est développé dans ce livre et que j'ai eu l'occasion d'exposer à quelques reprises à la défense des intérêts de René Cochefer. Cette affaire, c'est basculé à l'interventionnel au lieu de s'assise. Voilà. Alors ça, il faut vous dire que c'est une manière de faire qui est très coutumière des juridictions. On ouvre un dossier au criminel. C'est beaucoup plus facile parce que les droits de la défense en matière criminelle sont réduits. Les délais de procédure sont beaucoup plus, je dirais, complaisants à l'égard des juges qui mènent l'enquête. Disons que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins contraignant dans la gestion de la procédure et notamment dans les délais de la procédure. Donc la tentation de beaucoup de ces magistrats aujourd'hui, c'est de qualifier le dossier au criminel, puis ensuite, ça ne trompe personne, une fois qu'on a terminé l'instruction, eh ben, on renvoie tout le monde au tribunal correctionnel. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons refusé avec Dominique Alderweireld, son avocat, mon confrère Sorin Margulis, moi-même et M. Cochefer. On a considéré que cette façon de procéder n'était pas convenable. Et que dès lors qu'on nous avait expliqué pendant 18 mois que cette affaire relevait de la cour d'assises, on ne comprenait pas très bien pourquoi, au final, on renvoyait l'affaire un peu en catimini devant le tribunal correctionnel. Bon. Ceci étant, ça ne sera pas une affaire qui va se juger en catimini, puisqu'il est prévu 2 mois d'audience. Donc je pense que vous aurez l'occasion d'entendre reparler de cette affaire le moment venu, et qu'à l'occasion de ces 2 mois d'audience, il y a beaucoup de choses qui vont se dire. Et à mon avis, ceux qui ont en charge de défendre les personnes qui sont mises en examen dans ce dossier, qui ont été renvoyées devant la juridiction, ne vont pas s'en priver, à commencer par nous, mon cher René. Voilà. Parce que je pense qu'il y a une véritable mystification qui a été montée dans cette affaire. Et on a monté en épingle un dossier de proxénétisme en expliquant par exemple que l'hôtel du Carlton était un repère de prostituées. Et quand on a peut-être trouvé une ou deux malheureuses qui se sont égarées en 3 ans dans l'hôtel, je crois qu'on en a fait le tour. Alors nous expliquer qu'il y avait une organisation, un réseau, une association de malfaiteurs qui coiffait tout un dispositif prostitutionnel et que tout ça se déroulait en catimini dans un hôtel appelé le Carlton, je pense que tout ça est un gros mensonge. Et je suis même sûr que nous aurons à cœur de développer tout ça, et bien d'autres choses d'ailleurs, devant le tribunal correctionnel de Lille, si au final, on est renvoyé devant lui, et ça, nous le saurons, René, dans une quinzaine de jours.
Pour Bien. terminer, donc ils repartiront tous le 14 avec leur casier judiciaire vierge chez eux. Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui, cher monsieur. Si vous voulez, on ne peut pas évoquer une décision de justice avant qu'elle ne soit rendue. Bon. Mais moi, je pense, je l'ai dit à un moment, alors évidemment, c'était une phrase, vous savez, de notre ancien président de la République, on avait dit, mais ça comment ça fait pchit. Ça fait pchit. Bon. Et moi, j'ai dit à un moment, je me suis avancé peut-être, mais j'ai dit qu'une bonne partie de ce dossier, peut-être pas l'intégralité, mais une bonne partie risquait bien de faire pchit. Voilà. Et ça, vous le saurez Bien. dans, Eh bien, dans nous un verrons an. ça Voilà. en 2014. Voilà. Merci En à tout cas, vous. merci de m'avoir un peu attendu finalement et m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci madame. Merci, je beaucoup. vous en prie. De la rue Sopalov. Bien. Eh bien, le livre est paru depuis octobre 2013. Donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant, je crois. Et il est disponible à la FNAC si vous désirez l'acquérir. Voilà, je vous remercie tous. Peut-être nous allons de toute façon suivre en tant que journaliste toute cette actualité. Et je vous remercie tous de votre présence au Presse Club et à bientôt. Merci à vous.